Bienvenue à notre point pour le T3 2024. Alors, on va voir ce qui s'est passé sur la macroéconomie, sur la valorisation des marchés et enfin, nous vous donnerons les préconisations. Donc déjà, si on regarde les PMI, eh bien, les PMI en Europe sont plutôt à la baisse et c'est à peu près la même chose aux États-Unis. Ici, vous voyez sur les États-Unis une décomposition entre les PMI manufacturiers et les services. On a à peu près la même chose en Europe, c'est-à-dire des PMI services qui tiennent, en revanche, un secteur manufacturier qui est en contraction. Et on voit bien en Europe avec l'Allemagne qui peine beaucoup en ce moment. Mais attention, doit-on avoir peur de cet essoufflement macroéconomique? Parce qu'il y a un essoufflement macroéconomique. Finalement, les banques centrales ont réalisé exactement ce qu'elles voulaient, c'est-à-dire faire ralentir l'économie sans nous mettre jusqu'ici en récession et avec une inflation, on le verra juste après, qui a baissé. Donc finalement, c'est un ralentissement qui est administré. On n'a pas un facteur externe qui est venu taper l'économie, ce sont vraiment les banques centrales qui ont ralenti l'économie. Quand même des points de vigilance. Premier point de vigilance, le consommateur américain. Oui, parce que 70% du PIB américain, de la croissance, elle est fondée sur la capacité du consommateur américain à consommer. Alors, vous voyez ici à gauche, on a le bas de laine Covid qui a été complètement dilapidé, donc consommé plutôt. Donc là, on ne peut pas attendre un relais à ce niveau-là. Deuxièmement, le taux d'épargne, comme vous voyez sur le graphique de droite, est proche des plus bas. On peut encore aller un peu plus bas, c'est possible, mais on est déjà bas. Troisième relais possible, le crédit. Et on sait que les Américains utilisent ce relais. Mais regardez à gauche, vous voyez que les crédits à la consommation, les crédits voitures sont extrêmement chers. Donc, ça va être compliqué de trouver un nouveau relais de croissance via le consommateur américain. Et si le consommateur américain flanche, la croissance américaine flanchera. Donc, on fait très attention à ça. Pour l'instant, le chômage ne monte pas énormément, donc il n'y a pas trop de crainte, mais c'est clairement un drapeau rouge dans notre scénario. Deuxième drapeau rouge, vous voyez ici en bas à droite, la Chine est en train de retomber, le soufflet retombe. On avait eu une croissance des PMI qui était lente, trop lente aux yeux des marchés, et là on est en train de retourner à la baisse. Ce qu'on voit en fait, c'est le principal problème, c'est le consommateur chinois. Regardez la confiance du consommateur chinois, elle est complètement au tapis. Alors elle a été au tapis au départ pour des problématiques Covid et ensuite parce qu'on a un immobilier chinois qui est en berne. Or 60% à peu près de la richesse des Chinois dépend directement ou indirectement de l'immobilier chinois. Donc si on a un immobilier chinois qui est en berne, eh bien, voilà, c'est compliqué que le consommateur consomme plus. Quand vous avez un immobilier qui baisse de 2 à 5% tous les ans, c'est pas énorme, hein, on n'est pas dans une catastrophe à moins 30. Alors, il y a des régions, si, mais moins 2 à moins 5 tous les ans sur votre patrimoine, c'est compliqué quand même pour consommer. Donc, voilà le deuxième point de vigilance sur cette macro. Alors, attention, la Chine vient de mettre, il y a très peu de temps, en place des mesures. On va voir si ces mesures donnent finalement satisfaction, mais ça, on le verra dans les mois à venir. Côté confiance du consommateur, donc on l'a vu en Chine, pas bon du tout. En Europe, c'est plutôt bien. Et aux États-Unis, c'est plutôt là aussi en berne. Attention encore une fois aux consommateurs américains. L'inflation, elle, ça va plutôt bien. Regardez, la courbe noire sur l'inflation totale, elle est passée en dessous de 2% en Europe. Elle est également basse aux États-Unis, enfin plus basse. Attention quand même. Le tout dernier chiffre, on a eu une inflation qui revenait un petit peu à la hausse. Ça, le marché ne le voit absolument pas. Et pour nous, c'est l'élément à regarder parce que plus personne ne regarde l'inflation et ça pourrait complètement prendre à revers le marché. Qu'on passe en récession ou pas, finalement, le marché est en train de l'anticiper. Mais là, le retour de l'inflation, non. Deuxième point de vigilance, et là, je parlais bien de la courbe rouge, hein, c'est-à-dire hors alimentation énergie. On a une courbe bleue, noire, selon votre écran, qui est finalement en baisse et en baisse substantielle en Europe et aux États-Unis, notamment parce que les matières premières et le pétrole est en train de baisser. Mais la courbe rouge, hors alimentation énergie, elle repart légèrement à la hausse aux États-Unis, elle se stabilise en Europe, mais on n'a quand même pas une inflation cœur qui s'effondre. Donc là aussi, attention. Donc, si on résume, on a les trois zones qui sont entre une zone
obligations et actions. C'est plutôt bénin parce qu'on n'a pas envie d'être à droite. À droite, c'est entre actions cycliques, matières premières, immobilier, donc des choses risquées, et d'un autre côté, cash, c'est courage fuyant. Là, on est plutôt entre obligations ou actions dans une partie où l'inflation baisse. C'est plutôt positif pour les actifs risqués. Alors maintenant, la valorisation. Bon, bah, la valorisation, clairement, vous voyez ici en orange les États-Unis. Les États-Unis, on est cher. Alors, clairement, chez EOS, notre position en disant oui, mais quand même, les États-Unis, non, c'est cher. On est aujourd'hui, selon le PE qu'on a, on devrait avoir dans les 10 prochaines années moitié moins de performance que la performance moyenne des actions américaines. C'est ça la réalité. Vous allez me dire, oui, mais c'est les magnifiques 7 qui sont chers et le reste du marché, non. Ce n'est pas vrai non plus. Le reste du marché est globalement cher par rapport à sa moyenne historique. Et finalement, les magnifiques 7 ne sont pas si chers que ça par rapport à ce qu'elles ont pu être. C'est cher, ce sont des actions de croissance, mais ça pourrait être encore plus cher. L'Europe est dans la moyenne, un peu au-dessus, mais dans la moyenne. Les émergents ne sont pas chers, même si ça vient de repartir à la hausse avec la forte hausse des actions chinoises. Petite capitalisation, je pourrais vous montrer 15 graphiques, j'en ai déjà montré, c'est pas cher, surtout par rapport aux grandes capis. Et là, je vous montre un graphe sur les États-Unis. Donc, même aux États-Unis, on n'est pas cher sur les petites et moyennes capitalisations. On ne parle pas que des petites et moyennes capitalisations européennes. D'ailleurs, les flux reviennent. Ici, on a les flux du T1. Je peux vous dire qu'au T2 et au T3, les chiffres sont en train de sortir. Les flux sont en train de revenir sur les petites capitalisations. Pour l'instant, ça ne marche pas. C'est pas non plus catastrophique, hein, ça fait comme les actions. Le Russell 2000, il fait à peu près aussi bien que le S&P 500. Les petites capis européennes font comme les large cap européennes. Donc c'est pas catastrophique. On a une légère sous-performance, mais c'est pas phénoménal. Mais les flux sont en train de revenir. C'est une bonne nouvelle. Sur les spreads de crédit, ici vous voyez les spreads de crédit par rapport à l'histoire, c'est-à-dire depuis 2010. La borne basse sur l'histogramme, c'est le plus bas atteint sur le spread de crédit dans sa catégorie depuis 2010. La borne haute, le plus haut. En vert, la moyenne. En bleu, où est-ce qu'on est aujourd'hui? On est très bas. Aux États-Unis, on fait les plus bas historiques sur le high yield, par exemple. Donc aujourd'hui, on trouve qu'on n'est plus assez payé. On est un peu payé, mais pas assez payé pour le risque pris, surtout sur le high yield, surtout dans un moment où on a un essoufflement économique. Regardez ici, vous avez surtout la courbe de droite, vous avez des spreads de crédit qui baissent alors que les taux de défaut sont en train de monter. Il y a quelque chose qui n'est pas logique. Et aujourd'hui, il y a eu des défauts, mais les défauts sont restés très spécifiques. C'est-à-dire que Altis ou des choses comme ça n'a pas entraîné le reste du marché. Ce qui est une bonne chose hein, pour le reste du marché. Mais attention quand même, on a des risques qui montent et on a une rémunération de risque qui baisse, notamment sur le high yield. Donc, sur l'investment grade, oui. Sur le high yield, non. Alors justement, quelles sont les recommandations? Le point positif, il y en a un énorme, c'est que l'inflation est en train de baisser. Les banques centrales ont réussi leur pari. C'est une bonne chose et elles ont des cartouches pour la suite pour baisser les taux. La politique monétaire est plus accommodante, ça aussi c'est un très bon point. Et on a des mesures de relance en Chine. On verra par la suite si ça marche ou pas. Le négatif, c'est qu'on a un ralentissement macroéconomique global, des craintes sur les US et notamment sur le consommateur US, des tensions géopolitiques et des valorisations qui sont élevées tout de même. Conclusion, un environnement qui devrait être volatile, mais on serait plutôt à l'achat si les marchés baissaient. En action, préférence pour l'Europe et dans une moindre mesure l'Asie. On ne dit pas qu'il ne faut pas faire d'États-Unis, on ne peut pas ne pas faire d'États-Unis, mais aujourd'hui, compte tenu de la valorisation de ces marchés-là, ça nous semble compliqué. Forte sous-valorisation des petites capitalisations globales, pas que européennes. Donc ça, on trouve que c'est intéressant. Revenir sur les foncières cotées, c'est-à-dire que on trouve qu'il y a encore une sous-valorisation et on peut encore profiter du rebond des foncières cotées. Préférence pour le style qualité-croissance à l'international. Pourquoi? Parce que dans un ralentissement économique, c'est plutôt ce style qui fonctionne bien et on le voit dans les portefeuilles. C'est ça qui porte les portefeuilles aujourd'hui. Et de l'autre côté, value en Europe. Ça aussi, ça a bien fonctionné. Obligation d'entreprise, c'est encore un petit peu attractif, mais clairement, investment grade est plutôt pas yield. Obligation souveraine de la duration, c'est-à-dire la sensibilité obligataire, oui, mais pas sur les parties longues. Pourquoi? Parce que si Trump est réélu, ça va recréer des tensions sur l'inflation et ça va encore poser des questions sur les déficits. Et donc, ça pourrait mettre des tensions sur les taux à long terme. On a un problème de dette à long terme, donc attention aux taux long terme. Par contre, les taux court terme,
court, moyen terme, oui, ils sont en train de baisser. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on va avoir une normalisation de la courbe des taux. La courbe des taux, elle est comme ça. Nous, on pense que ça va faire ça. Mais donc, les taux long terme ne sont pas obligés de baisser. Par contre, les taux court terme et la partie moyen terme peut baisser. Matière première, trop d'incertitudes économiques, mais ça a tellement baissé qu'à un moment donné, ce sera intéressant d'y revenir. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis au trimestre prochain. Merci.